Il y avait, sur cette île que le vent oubliait parfois, des vies tissées de cendres et de patience. On y parlait peu. L'air portait la mémoire des anciennes brûlures et la soif, et les gestes étaient des prières muettes. Entre les maisons de tôle et la montagne noire, deux corps se rencontreraient, et leur choix déciderait d'une racine à prendre ou de rester à nu sur la lave. Si vous allez rester avec moi jusqu'à la fin, pensez à vous abonner et à laisser un like. Dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires, écrivez le nom de votre ville et restez jusqu'au bout pour découvrir pourquoi le mot « racine » compte tant dans cette histoire. « J'ai besoin de toi », murmura la veuve géante à l'esclave. Les mots vinrent comme une braise qu'on souffle à la hâte, chaude et fragile. Catherine avait dit cela sans théâtre, seulement la voix basse d'une femme qui savait que demander parfois, c'était risquer d'être refusé. Gabriel, qui tenait encore la houe contre son épaule, sentit son cœur se serrer d'une façon qu'il ne s'autorisa plus à nommer depuis longtemps. Autour d'eux, la cabane craquait. Le toit de tôle chuintait quand le vent passait, et la poussière de cendre dansait en filets sombres sur le sol. Un soleil dur faisait miroiter la crête du volcan, cette montagne qui, quand elle respirait, rappelait à tous la nature hargneuse de leur terre. Gabriel avait les mains rugueuses, la peau foncée par le travail et le sel, et les yeux qui regardaient rarement vers l'avenir, sauf pour mesurer la distance jusqu'à demain. Il connaissait la solitude de l'orphelin, la solitude qui reste après les cris, et le silence d'une femme qu'il aimait autrefois, Adara, et qui n'était plus là pour tenir sa main. Catherine était grande, le dos droit comme un mât, la mâchoire d'une femme qui avait longtemps débroussaillé sa propre douleur. Veuve d'un propriétaire parti depuis des années, elle tenait sa maison comme on garde un menton levé, par habitude autant que par défi. Certains disaient d'elle qu'elle était la veuve géante, non pour moquerie, mais parce que, comparée aux autres femmes du village, elle tenait la rue et la terre comme si elles étaient des pièces d'un même puzzle qu'elle savait finir. Quand elle avait parlé à Gabriel, sa voix n'avait aucun doute. Il y avait la fatigue et la demande, oui, mais aussi quelque chose comme une proposition d'alliance. Il n'y avait pas d'amour flamboyant dans ces instants, pas de romance dramatique. Il y avait la nécessité. La saison était mauvaise, la pluie se faisait attendre, le canal importé par Valmont entretenait la jalousie, et la promesse d'eau était une monnaie plus nette que l'or. Les regards du village se durcissaient. Le prêtre, le père Lefebvre, venait souvent à la porte. Il bénissait et tissait des paroles qui servaient parfois à tenir ensemble le peu de morale que la communauté possédait, mais qui, quand il convenait, pesaient comme des chaînes. Ils décidèrent de le faire sobrement. Une parole murmurée à la porte de l'église, un anneau façonné de cordes. Le voilà leur serment. Le père Lefebvre, prudent comme une vieille écorce, dit des mots qui cherchaient à ne froisser personne. Mais ses yeux trahissaient la lutte interne. Il redoutait le scandale autant qu'il comprenait la misère. Le gendarme Mercier regarda de loin, croisant les bras, son visage durcissant à l'idée qu'une union transgressait une hiérarchie invisible. Les premières semaines furent un chantier. Gabriel alla au travail comme toujours. Catherine lui apportait des repas simples, la peau de son cou sombre à la lumière, le coude marqué par des cernes. Ils dormaient dans la même cabane comme deux arbres plantés l'un près de l'autre. Les gestes prirent place avant les mots. Remiser les outils, partager la même section de l'ombre pendant la sieste, veiller pendant les nuits où le volcan grondait. L'épreuve quotidienne, plus que les promesses fastueuses, cimenta leurs liens. Il fallut peu de temps pour que la communauté remarque autre chose. Catherine portait la main à son ventre plus souvent. La rumeur se propagea comme un feu sur la cendre sèche. Gabriel sentit à nouveau la vieille peur. Que naisse un enfant qui porterait le poids doublé de son sang et de l'hostilité de la rue? Les regards se fendirent entre la curiosité et la haine. Le père Lefebvre, qui jusque-là avait été prudent, fut complexe. Il vint un soir, vêtu de sa soutane délavée, et posa les mains sur le ventre de Catherine.
Sa bénédiction, hésitante, fut comme un voile lancé entre la bise et la pluie. Valmont apparut, invariablement comme un point d'appui. Il avait de l'eau, un peu de terre, une parole mesurée. Il dit à Gabrielle sans prêcher: « Prends soin d'elle. Un enfant, c'est plus que de corps, c'est toute une histoire qui commence. Ne la laisse pas en haillons. » Célestine, la sage-femme, vint aussi. Petite femme aux doigts sûrs, elle connaissait la géographie du corps comme certains connaissent la carte d'un village. Elle parlait peu, mais quand elle souriait, sa bouche indiquait qu'elle avait déjà vu des miracles et des tragédies, et qu'elle portait l'un comme l'autre sans s'en étonner. Face à la sécheresse et aux menaces, elle devint un pivot. Elle donnait des conseils, des décoctions, et surtout une présence qui avait le parfum des remèdes anciens. Les mois avancèrent, lourds mais réguliers. Gabriel travaillait au champ, et quand la fatigue le gagnait, il s'asseyait près de la véranda et regardait la montagne, dont la silhouette semblait veiller sur eux comme un animal ancestral. Il parlait peu, parfois il racontait Hadara à Catherine en mots mesurés, des fragments, des gestes d'elle qu'il gardait intacts. Catherine écoutait sans jalousie, elle savait que l'histoire de Gabriel était un milieu dans lequel elle se plantait. Leur intimité grandit dans la nuit, dans le partage des couvertures, dans les petites toucheries qui consolent la solitude. Un soir, la sécheresse se fit cruelle. Les feuilles des maniocs se recroquevillèrent. La rivière, un filet honteux maintenant, gargouillait seulement dans les pierres. Le village murmura que Valmont fermait l'eau pour la vendre aux plus offrants. La colère monta. Mercier eut un sourire qui ressemblait à une menace. Les puissants respiraient de travers. Catherine, enceinte et fatiguée, regarda le ciel par la fente d'une fenêtre. Elle sentit la vie dans son ventre comme une présence à défendre. La pauvreté pesait comme une main sur sa gorge. Si l'enfant naissait maintenant, malade ou sans soin, il serait une proie facile pour la moquerie et la misère. Elle pensa à son mari défunt, aux dettes laissées et à la dureté des voisins. Le soir où la pluie décida enfin de tomber, ce ne fut pas une pluie douce. Ce fut un déchaînement, une averse qui cognait le toit et faisait couler la poussière en ruisseaux sombres. Les gouttes semblaient vouloir laver la vieille honte de la terre. La nuit où tout bascula, la maison fut petite pour contenir la douleur et la promesse. Catherine convint que l'enfant approchait. Célestine vint en trottinant, une lanterne tremblante à la main. La chaleur de son souffle sentait les feuilles sèches qu'elle mâchait pour calmer les femmes en travail. Gabriel resta immobile, comme un arbre qui attend la foudre. Cette fois, la peur n'était pas seulement la sienne, elle venait de la communauté qui regardait, prête à juger ou à rejeter. Le travail fut long, les mots manquaient. Les gestes de Célestine devinrent un rythme, mesurer la douleur, poser la paume, dire des choses à mi-voix. Gabriel prit la main de Catherine, la serra jusqu'à ce que leurs phalanges blanchissent, non pour dominer, mais pour partager la peine. Il se rappelait les nuits passées à prier sans savoir comment nommer le manque. Il murmura des noms, Hadara, Mère, Racine, et Catherine, entre deux contractions, sourit avec une certitude étrange, comme si la douleur même était une langue. La maison fut envahie par l'odeur dense de la pluie mêlée à celle du linge mouillé. Les bruits extérieurs s'estompaient. À l'intérieur, le monde rétrécissait à la taille d'un souffle. Célestine travaillait avec l'autorité tranquille de celle qui a vu l'ampleur des corps et la force des femmes. À un moment, la peur prit la forme d'un cri étouffé. Le cœur de Catherine ralentit, le visage se décomposa et tout parut basculer. Gabriel sentit son propre corps se raidir comme une encre. « Tiens bon, dit Célestine, sans élever la voix. Tiens bon, il y a toujours une rivière après la cendre. » Elle ordonna que l'on apporte de l'eau chaude, des linges, des herbes. Les voisins, qui avaient d'abord observé de loin, accoururent. Certains étaient réticents, d'autres, frappés par la détresse humaine, oublièrent leurs préjugés. Valmont fut l'un des premiers.
portant un seau, la moustache collée par la pluie. Père Lefèvre se tenait à l'écart, ses mains prêtes à bénir, mais sa bouche hésitante. Il resta, cependant, et prononça des paroles qui, même timides, portèrent comme un voile sur le tumulte. C'était le moment où la communauté prit corps. Les regards qui jadis avaient séparé les peaux, cette nuit cherchaient à colmater la brèche entre besoins et lois. Mercier, qui souvent avait la gâchette facile, fut ailleurs. Il posa sa main sur la planche de la porte comme pour sentir l'odeur de la vie qui se créait. Personne ne sut dire si la pitié ou la peur l'avait poussé. Il agissait, et cela suffit. L'enfant naquit dans la douleur et le sel, mais vivant. Le cri du nouveau-né fut une lame de lumière. Gabriel pleura, longuement, pour la première fois depuis des années. Ses épaules tremblaient sous l'effort de ce chagrin qui se transformait en joie brute. Catherine, pâle mais entière, tenait dans ses bras un petit être qui semblait déjà mis au monde par la terre elle-même, noir comme la cendre, avec des yeux vifs qui cherchaient des visages. « Daniel, dit Célestine, et les mots restèrent. La naissance fut un basculement. Elle changea la géographie des cœurs. Gabriel sentit ce qui avait été une culpabilité se rouvrir et se métamorphoser en quelque chose de protecteur. Il regarda son fils et eut l'impression que le monde acceptait, pour un instant, d'être meilleur qu'il n'était. Autour, on échangea des lueurs d'étonnement. Père Lefèvre posa une main tremblante sur le front de l'enfant et dit une bénédiction qui n'était ni tout à fait officielle, ni tout à fait vide. Les mots importaient moins que le geste, il avait donné présence, et cela consola. La nouvelle se répandit vite, le baptême fut improvisé quelques jours plus tard, sous le manguier de la place. Une bassine d'eau, bénie par le prêtre, fut portée comme un trésor. Les voisins vinrent, hésitant d'abord, puis avec une dignité retrouvée. Certains pleuraient, d'autres riaient, mais tout le monde savait que les codes s'étaient déplacés. Gabriel, qui autrefois se cachait dans les replis de sa douleur, resta debout aux côtés de Catherine. Il avait appris que l'amour n'était pas toujours mesurette de douleur, mais souvent travail opiniâtre, un arraché de pierre pour planter des racines. Les mois qui suivirent ne furent pas exempts d'obstacles. La communauté changea lentement. Certains persistèrent à murmurer, à dresser des barrières invisibles. D'autres, ayant vu la fragilité d'un enfant, ouvrirent la main. Valmont partagea de l'eau. Maman Célestine visita la cabane régulièrement, apportant des tisanes et des paroles. Mercier baissait parfois les yeux. Le père Lefèvre, qui avait douté, trouva des manières discrètes d'aider, car la foi qu'il portait était faite de contradictions, et la compassion, chez lui, commençait à l'emporter sur la peur du qu'en dirait-on. Gabriel travailla dur. Il planta des maniocs, creusa des sillons, remit en état des parcelles que la sécheresse avait rendues dures. Catherine le secondait avec la force d'une femme qui, à la fois, n'avait plus rien à perdre et beaucoup à gagner. Ils apprirent à dormir étreints, à partager les angoisses qui rôdaient la nuit. Le petit Daniel grandit, roi discret de la véranda, cherchant les doigts de son père, s'endormant au son du souffle de sa mère. La maison sentit bientôt l'odeur du pain, des herbes, d'une vie qui se renouvelle. Le symbole des racines dans la lave, qui avait hanté les conversations comme une image impossible, devint moins une métaphore que la réalité. Leurs racines prenaient dans la terre noircie, et pourtant elles tenaient. Les voisins, voyant l'enfant courir parmi les pieds de manioc, quelquefois s'arrêtaient et regardaient sans comprendre tout à fait. Gabriel, qui autrefois se croyait faible, comprit qu'il avait la force de tenir une vie autre que la sienne. Il voulait que Daniel sache d'où il venait, les blessures d'Adara enfouies comme des pierres, mais aussi la possibilité d'une seconde chance. Il y eut des épreuves encore. Une crise sèche força les hommes à marcher plus loin pour chercher de l'eau. Une dispute mineure éclata sur un usage de terrain. Des murmures s'entendirent contre la légitimité du couple. Mais ces épisodes n'avaient plus le pouvoir de briser ce qu'ils avaient bâti.
La naissance avait changé l'axe. La survie du petit obligerait la communauté à se repenser. Les gestes de solidarité, d'abord timides, se transformèrent en habitude. Valmont, par exemple, partagea un jour semences et outils, et ce geste fut un tournant silencieux. Gabriel, assis sur la véranda par un après-midi où le vent caressait la cime des palmiers, prit la main de Catherine et l'entrelaça avec ses doigts. Daniel jouait à leurs pieds, occupé à enterrer une petite branche comme s'il plantait un arbre. Le volcan, loin mais présent, émettait encore parfois des grondements, rappelant que la terre peut se défaire. Mais la pluie, désormais plus régulière, faisait verdir les champs. Les racines tenaient. Il pensa à Hadara moins comme un fantôme accusateur que comme à une voix ancienne qui avait d'abord enseigné la survie, puis laissé la place à autre chose. Les nuits, Gabriel n'était plus habité seulement par la culpabilité. Il avait appris à transformer la douleur en soin. Il enseigna à Daniel les gestes solides, comment faire un sillon, comment protéger le tubercule, comment écouter la terre. Catherine regardait et quelquefois elle murmurait une prière à voix basse, non pas pour recevoir un miracle, mais pour remercier la vie qui peu à peu avait reculé la désolation. Un dimanche, le père Lefebvre annonça l'intention d'ouvrir une petite cérémonie en honneur du village. Pas une grande fête, mais un moment de reconnaissance pour ceux qui avaient aidé. Il parla de compassion et de devoir, et la foule se rassembla. Gabriel et Catherine furent invités à marcher au devant. Ils avancèrent, Daniel sur les épaules d'un voisin, et la communauté les observa. Certains regards étaient encore méfiants, mais d'autres portaient une chaleur nouvelle, moins polie par la crainte que par le sentiment d'avoir partagé un destin. La cérémonie fut simple. Au moment où le prêtre prononça une bénédiction, il fit un geste que personne n'oublierait. Il enleva sa main de l'autel et posa les 2 paumes sur la tête de Daniel. C'était un geste qui dépassait les mots. Gabriel sentit un poids se défaire en lui. Non pas la disparition de la mémoire d'Hadara, mais la transformation de la douleur en responsabilité. Il accepta qu'il n'était pas seul à tenir cette vie. Les années qui suivirent furent des saisons travaillées, des récoltes modestes et des rires qui revenaient peu à peu. Daniel grandit en sachant l'odeur du manioc et le bruit du volcan. Il apprit que les racines poussent parfois dans la lave, pas malgré la lave, mais à travers elle, si on leur donne la patience et l'eau. Gabriel et Catherine vieillirent côte à côte, porteurs d'une histoire qui ne demandait pas le pardon du monde entier. Elle demandait seulement que l'on rende le monde meilleur pour leurs petits. La dernière image qui ferme le récit est simple et tenace. Gabriel, Catherine et Daniel, un matin de pluie, la pluie qui, désormais, n'efface pas, mais nourrit, assis sur la véranda. Au loin, la montagne fume encore parfois, mais leurs mains sont jointes. Gabriel regarde le sol, où, sous la cendre, de nouvelles racines s'étirent, bravant la roche noire. Il sourit, pensant au chemin parcouru, de l'esclave qui se cachait à l'homme qui veillait, de la veuve qui demandait à la femme qui avait appris à recevoir et à donner. La victoire, fragile comme une pousse, est réelle. Les saisons continuèrent leur va-et-vient comme un métier à tisser. Les années marquèrent doucement les visages. Gabriel avait les mains plus ridées, mais elles restaient solides, connues de la terre et des semences. Catherine gardait son sourire, plus mesuré qu'avant, et chaque matin, elle faisait le tour des parcelles comme si elle bénissait les racines une à une. Daniel grandit au rythme des travaux. Il devint adolescent, longiligne, les yeux toujours attentifs à la cendre qui retombait parfois, mais surtout à ce qui poussait après la cendre. Le garçon apprit à lire avec les lettres que le père Lefebvre traçait sur un vieux carnet. Ce fut d'abord des signes étranges et beaux, puis des mots qui ouvraient des chemins. Le prêtre, humble et patient, fit de ses heures de catéchèse de petites leçons de courrier et d'histoire. Il parlait des voyageurs qui passaient par la côte, de cartes dépliées au bord des tavernes, de paroles anciennes. Daniel écoutait, buvant ces images comme on boit de l'eau rare. Il aimait surtout quand le prêtre lui lisait des récits de semences qui avaient traversé des mers, de graines sauvées par des mains qui savaient attendre.
La communauté vieillit aussi. Certains enfants d'autrefois eurent leurs propres enfants, et de nouveaux murs furent bâtis avec des pierres éparses, des fenêtres agrandies pour laisser entrer la lumière. Valmont, que la générosité avait adouci, était désormais souvent assis à l'ombre d'un manguier, parlant peu, observant beaucoup. Quand il parlait, c'était pour offrir ce qu'il avait, une partie des semences, parfois quelques outils, parfois un conseil sec mais mesuré. Peu à peu, la méfiance se mua en habitude chaleureuse. Les regards qui jadis s'écartaient se croisèrent sans peur. Un automne, alors que les premières pluies venaient juste d'arrêter leur battement, un courrier arriva par le port, un sac scellé envoyé par une passante qui avait connu Adara dans sa jeunesse. C'était une femme nommée Isolda, qui maintenant vivait loin et avait choisi d'envoyer une lettre à Gabriel. On craignit d'abord l'ouverture. La mémoire d'Adara avait été une plaie et une lampe. Catherine resta près de Gabriel quand il brisa le sceau. La lettre ne cherchait ni explication ni reproche. Elle racontait. Isolda évoquait Adara enfant, ses peurs, ses rires, les blessures que la vie avait laissées dans son corps et dans sa façon de regarder le monde. Elle parlait aussi d'une douleur que personne ici n'avait su voir, la fausse bravoure, la colère qu'on confond souvent avec la force. À la fin, Isolda demandait pardon, non pour ce qu'Adara avait fait, mais pour ce que les hommes et les femmes qui l'avaient connu n'avaient pas su lui offrir, un lieu sûr pour déposer sa honte, un miroir qui n'aurait pas reflété seulement ses fautes. Gabriel lut la lettre plusieurs fois. À chaque lecture, il sentit que quelque chose se dégageait, pas l'oubli d'Adara, mais un nouveau visage pour elle dans sa mémoire, moins accusation, plus humain. Il posa la feuille sur sa table, prit la main de Catherine et, sans mot dire, les deux firent un geste simple. Ils écoutèrent le vent. Ce soir-là, il dormit plus longtemps que d'habitude. Les années suivantes amenèrent d'autres épreuves, moins violentes mais exigeantes. Une sécheresse réduisit les rendements un été. Un troupeau de bêtes sauvages ravagea quelques parcelles au printemps. Chaque coup fut une leçon. Les villageois apprirent à dessiner des canaux plus précis, à planter des haies pour retenir le sol, à conserver l'eau dans des jarres recouvertes d'argile. Daniel devint un jeune homme de savoir. Il savait réparer une gouttière, lire les signes d'un ciel qui changerait, sonder la terre du bout des doigts et y deviner ce qu'elle pouvait offrir. La tension la plus forte vint d'une nuit où le ciel se mit à gronder plus fort que d'habitude. La montagne, qui jusque-là ronronnait de loin, montra des liserés de lumière et des nuées qui montèrent plus proches. La fumée ne devait pas être ignorée. On sentit l'odeur de soufre et la peur affleura. Gabriel, malgré l'âge, prit l'initiative. Il rassembla les anciens et les plus jeunes auprès de la place centrale, près du grand manguier. Il parla sans éclat, avec la voix ferme d'un homme qui a subi et appris. « Nous avons deux chemins, dit-il. Nous pouvons laisser la peur nous entraîner ailleurs, là où nous n'avons rien, ou nous pouvons veiller sur ce que nous avons fait, protéger les graines, déplacer les vivres vers des lieux sûrs. Nous ne promettons pas de triompher sur la montagne, mais nous devons choisir ce que nous défendons. » Le conseil fut rouvert. Certains proposaient l'évacuation vers les villages côtiers, d'autres craignaient la perte des terres. Finalement, la décision fut d'équilibrer. On envoya des groupes pour garder les troupeaux, et d'autres pour construire des abris temporaires sur les hauteurs, à l'intérieur de la vallée, hors des coulées possibles. Daniel conduisit un des groupes de jeunes. Catherine, fidèle à sa coutume, resta pour s'assurer que personne ne serait oublié. Les jours qui suivirent furent forges. On creusa des fossés, on travailla la nuit avec des lampes et des torches, on emporta des sacs de semences et des couvertures.
Les enfants apprirent à compter les signes du vent, les femmes organisèrent les vivres, les hommes consolidèrent les silos. La montagne grogna encore, mais la communauté tenait. Quand une fine pluie arriva, salée parfois de cendres, ce fut comme si le ciel lui-même reconnaissait l'effort. Au centre de cette veille, Gabriel se montra serein. Il connaissait la peur mieux que la plupart, et paradoxalement, elle ne le paralysait plus. Elle le rendait précis. Il donna des ordres clairs, mais aussi des gestes d'encouragement. Une nuit, sous une tente ad hoc, il prit Daniel à part. « Tu dois savoir, dit-il doucement, que la peur aide parfois à faire des choses que l'amour seul n'aurait pas dictées. Elle garde nos muscles prêts. Mais ce que tu apprends ici, à protéger, à semer, à attendre, c'est ce que tu porteras ailleurs. » Daniel, qui sentait la responsabilité peser sur ses épaules comme une maison en construction, répondit « Je veux que cet endroit serve, je veux que les graines que nous sauvons nourrissent ceux qui viendront et ceux qui sont déjà ici. » Gabriel sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il parla de son propre commencement. Il raconta brièvement le temps où il se cachait, la honte, la peur de ne pas être digne. Il ne chercha pas à demander pardon. Il voulut seulement transmettre la vérité qu'il avait apprise. On peut être façonné par les pires moments sans être défini par eux. Lorsque le danger immédiat passa, la montagne expira, la fumée se dissipa, les grondements redevinrent lointains, la communauté se découvrit un peu plus solide. Les abris revinrent au village, les semences furent remises en terre, et la vie reprit son rythme, plus vigilant. Ce qui resta de cette épreuve fut une mémoire partagée, une confiance renforcée. Avec le temps, Daniel devint une figure de pont. Il parlait aux plus âgés des nouvelles méthodes de culture qu'il avait apprises chez des voyageurs, et il expliquait aux jeunes pourquoi il fallait respecter les gestes anciens. Il n'était ni un chef autoritaire, ni un savant solitaire. Il était un cultivateur d'espérance. Les enfants venaient l'aider, et, quand il parlait, ils écoutaient comme si la terre elle-même lui faisait écho. Gabriel, plus près de la soixantaine, passa ses journées entre le verger et la véranda. Il aimait particulièrement les matins brumeux où la terre exhalait encore la nuit. Un matin, tandis que le soleil à peine teintait le ciel, une petite délégation arriva du port. Des ouvriers d'une baleinière remontant la côte cherchaient à échanger des noix et des étoffes contre du manioc et des outils. Ils parlaient de marchés lointains, de navires rapportant des graines nouvelles. C'était la première fois depuis des années qu'un flux régulier d'échanges semblait possible sans menace. La perspective d'un avenir un peu ouvert fit naître un tourbillon d'idées. On discuta de troc, d'échanges, de ce qu'on pourrait apprendre de ces voyageurs, mais aussi de ce qu'on devait garder. Gabriel, calme, regardait ces échanges comme on contemple une fenêtre qui s'ouvre. Il savait qu'ouvrir la porte était utile, mais il savait aussi que la maison devait rester la maison. Une nuit, avant qu'une nouvelle saison de semailles ne commence, Gabriel monta sur la petite butte qui dominait le village. Il observa les toits, les champs, la silhouette de la montagne désormais moins menaçante qu'avant. Il pensa à Adara, à tous ces visages qui avaient traversé sa vie, à Catherine à ses côtés, aux mains de Daniel qui à Ahora tenait les siennes sans besoin de mots. Il sentit non pas la fin d'une histoire, mais le pli d'une page qui s'arrondit, prête à révéler une autre faille. Le village s'endormit et la pluie fine commença à marteler doucement le toit de chaume. Le lendemain serait un jour de travail, de semis et d'espérance. Gabriel redescendit, ajusta sa veste, prit la lanterne et alla réveiller ceux qui gardaient les semences. Le monde, pensa-t-il, n'avait pas besoin d'hommes parfaits. Il lui fallait des mains, des voix et des promesses modestes. Alors que l'aube se levait, Daniel rassembla les jeunes pour une matinée de plantation sur les terres restaurées.
Les voisins venaient déjà, porteurs de paniers et de courage. Catherine, debout près du puits, souriait comme si elle reconnaissait chaque goutte qui allait nourrir la terre. Et c'est là, au moment où la première graine retrouvait sa place dans un sillon frais, que chacun comprit, sans qu'il fût besoin de paroles grandioses, que la vie continue parce qu'on la tient ensemble. Les racines, pensèrent-ils, ne repoussent pas seules. Elles poussent quand quelqu'un s'abaisse pour les couvrir de terre et quand d'autres acceptent de partager l'eau. La journée s'annonçait longue et la promesse d'un renouveau marchait au pas des bras qui creusaient. Gabriel resta un instant immobile, regardant Daniel s'incliner pour déposer une graine. Puis il se rapprocha, posa une main sur l'épaule du jeune homme et, sans dire un mot, se mit à travailler à ses côtés. Le labeur devint un chant discret, un rythme qui parlait plus fort que n'importe quel discours. Le sol accueillit les semences, la pluie accompagna, et l'horizon, plus clair, promettait d'autres matins. La journée de plantation s'étira jusqu'au soir, quand les ombres devinrent plus longues et que les visages s'adoucirent à la lueur des lanternes. On rangea les houes, on frotta la terre des mains, on partagea du manioc rôti et quelques morceaux de poisson séché. Les enfants couraient encore autour du feu, leur rire piquant l'air humide comme des petites pierres lancées dans une mer calme. Les anciens s'assirent en cercle et parlèrent moins de ce qui avait été perdu que de ce qu'ils voulaient garder. Les mots prirent le ton d'une bénédiction rendue aux gestes modestes. Garder la terre, protéger les graines, apprendre sans casser. Gabriel resta en retrait, observant. Sa main, noueuse et tannie, reposait sur sa canne qu'il avait posée près de lui. Catherine, assise à ses côtés, effleurait parfois sa joue, comme pour rappeler au présent leur pacte silencieux. Elle avait les mains encore terreuses et un sourire qui en disait long sur sa confiance en la communauté. Ils parlèrent peu, il leur suffisait d'être là, de sentir la même chaleur et d'entendre le même souffle des autres. La baleinière avait jeté l'ancre près du banc de sable. Les marins avaient dressé leurs étals de fortune, sacs de toile où brillaient des graines encore rares, morceaux d'étoffe aux couleurs riches, filets réparés et quelques outils aux formes qui échappaient aux villageois. Parmi ces choses, il y avait une boîte de bois poli, cernée de cuivre, qui contenait des graines dites résistantes, graines qui, selon les marins, avaient traversé mers et sécheresses et poussaient même quand la pluie venait par trop peu. Daniel fut le premier à s'approcher de la boîte. Ses doigts, qui avaient appris à sentir la terre, caressaient les grains comme on caresse une promesse. Les marins parlaient d'autres terres, où l'on cultivait de longues tiges, où les récoltes étaient hautes comme des hommes. Ils parlaient de marchés avec des étals couverts, de routes sillonnées par d'autres visages, de savoirs portés par le vent. Leurs voix étaient rapides, pleines de l'urgence des voyageurs, et parfois leurs histoires semblaient presque trop belles pour être vraies. Mais Daniel écouta sans incrédulité. Il avait soif d'apprendre. Le conseil des anciens se réunit à la porte du village au crépuscule. On posa des bancs de bois, on alluma une lampe à huile, et chacun qui entra parlait à voix basse. Myriam, la plus vieille, prit la parole la première. Sa mémoire gardait des récits d'ancêtres qui avaient acheté des choses en échangeant trop vite. « Nous n'avons pas oublié, dit-elle. Les grains viennent et s'en vont. Mais la façon de planter reste ce qui nous tient. » Sa voix, cassée mais ferme, pesa sur la conversation. Les plus jeunes, menés par Daniel, parlaient d'ouverture. Ils voyaient dans ces échanges une chance de renouveler ce que la montagne avait tenté d'enlever. Gabriel écouta en silence. Quand vint son tour, il parla peu. Il rappela seulement ceci, que la maison devait rester la maison. Il n'interdit rien, il n'encouragea rien avec fureur. Il posa des limites comme on pose des pierres pour protéger une semence. Nous pouvons apprendre, dit-il, mais sans oublier les gestes qui nous ont nourris. Nous devons choisir ce que nous mettons dans nos sillons. Sa parole, neutre, prit le poids d'une loi simple et aimante. Les voisins hochèrent la tête, certains avec enthousiasme, d'autres avec défi.
La nuit suivante, Daniel resta longtemps éveillé à repenser au récit des marins. Il se demanda quelle graine pourrait résister à l'été à venir, quel savoir pourrait sauver la prochaine saison si la montagne se montrait moins généreuse que cette année. Il se souvenait aussi des avertissements de Myriam, et une part de lui trembla. Mais l'autre part vibrait d'une curiosité qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'idée que la terre pouvait, par le contact avec d'autres semences, donner un fruit nouveau, plus solide et peut-être plus doux. Au matin, les marins proposèrent un échange concret. Ils demandèrent des sacs de manioc, des paniers d'œufs, des outils en bois finement taillés, et offrirent en retour quelques sachets de graines, 2 filets de pêche réparés et la promesse d'un voyage qui viendrait apporter d'autres biens. Ils proposèrent aussi que l'un des jeunes villageois monte à bord le temps d'un trajet côtier pour apprendre les méthodes de conservation, d'ensommement et de pêche. Ce fut une proposition qui fit vibrer toute l'assemblée. Les avis se partagèrent. Les plus ouverts virent une opportunité d'apprentissage. Les autres craignirent une perte d'identité. Gabriel se leva enfin. Il regarda Daniel droit dans les yeux, et dans son regard ne se lisait ni ordre ni reproche, mais quelque chose de plus ancien, l'appel de la responsabilité. « Si tu pars, dit-il, reviens pour poser ces savoirs ici, qu'ils servent la communauté et non un gain personnel. Apporte ce qui renforce, non ce qui remplace. » Daniel accepta sans hésiter, plus par promesse que par calcul. Il prit la main de Gabriel, la pressa, et la joie qui passa entre eux fut silencieuse mais entière. Catherine écouta et sut que le départ de Daniel poserait une tension nouvelle entre eux. Ce n'était pas seulement la crainte de perdre un ami, c'était la crainte que la terre change plus vite que ne peut suivre l'habitude des gestes. Le matin du départ, elle alla voir Daniel au bord du quai. Le garçon avait déjà chargé quelques sacs et serré fort la boîte de bois contenant les graines offertes. Sa figure, moins tendre que jadis, était désormais habitée par une détermination douce. « Apprends bien, dit-elle, et reviens dire ce que tu as appris. » Il la regarda avec l'ardeur de quelqu'un qui croit à la beauté d'un horizon. Il lui prit la main, humble, et promit. Le village tout entier accompagna Daniel jusqu'aux lames du rivage. Les marins hissèrent la voile sous un vent qui venait de la mer, doux mais décidé. Gabriel monta la petite butte qui surplombait le port pour mieux voir. De là, il comprit que les saisons ont des départs et des retours semblables aux flots des vagues. On doit accepter que certaines marées emportent, d'autres rapportent. Quand la voile se gonfla et que le bateau s'éloigna, un silence s'étendit. Les enfants, incapables de retenir leurs larmes, détournaient le regard. Myriam pria sans phrase compliquée. Elle offrit une bénédiction simple sur le souffle de l'homme qui partait. Les jours qui suivirent, la vie au village reprit son rythme réparé. L'absence de Daniel se fit sentir comme un instrument manquant dans un champ, mais on s'adapta. Gabriel, chaque matin, parcourait les parcelles pour vérifier les pousses, parlait aux jeunes et aux anciens, et se fit le gardien de la promesse faite. Les échanges avec la baleinière se poursuivirent, mais désormais sous des règles que la communauté imposait. Ce qui entrait devait d'abord passer sous les mains des plus anciens, et ce qui sortait ne devait pas fragiliser les familles. Un soir, quelque temps après, un appel retentit depuis la plage. Un enfant, jouant près des rochers, avait trouvé un objet étrange, un petit outil en métal poli dont la lame était d'une finesse inconnue des villageois. Il le porta en courant, triomphant, comme on apporte une conquête. Les hommes se rassemblèrent et examinèrent l'objet à la lueur d'une lampe. C'était un outil capable d'aiguiser et de couper avec peu d'effort. Certains y virent un don, d'autres y virent une tentation. Gabriel, sans s'emporter, proposa un test. « Nous l'emprunterons pour ce temps, dit-il, mais seulement pour apprendre à l'utiliser sans que cela remplace nos gestes.
Nous irons en 3 et rapporterons ce que nous aurons compris. » Ils choisirent 3 jeunes pour faire l'essai, non pas pour s'enrichir, mais pour transmettre plus loin. Myriam, malgré sa défiance, fit un signe d'assentiment. La peur, disait-elle, n'est pas l'ennemi de la prudence. L'objet fut donc intégré au laboratoire des gestes du village, observé et essayé avec lenteur. On découvrit qu'il permettait d'affiner des outils, de réparer des filets plus vite et de couper des cordes sans les user. On décida de le garder dans le coffre communautaire, disponible lorsque la tâche l'exigerait, mais jamais pour remplacer le travail partagé. Les semaines passèrent. Parfois, une nouvelle corde revenait du bateau. Parfois, une étoffe tenait chaud à une femme âgée. Les échanges furent modestes, mais ils tissèrent une toile fragile entre la terre et la mer. Gabriel continuait à surveiller cet équilibre comme on garde un feu. Trop de bois et il s'étouffe, trop peu et il s'éteint. Il veillait aussi sur sa relation avec Catherine, nourrissant chaque jour les petits gestes qui faisaient d'eux un lieu sûr. Ils travaillaient ensemble, riaient parfois, se taisaient souvent, mais se suivaient dans une intimité faite d'anciens gestes et de nouvelles promesses. Puis, par une matinée où l'air sentait la marée et la terre mêlées, une nouvelle arriva. Daniel devait revenir. Le bateau qu'il avait emmené fit voile vers le rivage, chargé non seulement de graines, mais d'histoire. Histoire de champs plus grands, de marchés où l'on échangeait à la mesure du cœur, de techniques pour conserver les semences plus longtemps. Il revint avec des récits de personnes qui savaient réparer les presses, faire sécher les grains selon des méthodes qui laissaient moins de pertes, et de pratiques de rotation des terres qui épargnaient la sueur des cultivateurs au fil des années. Le retour de Daniel fut fêté avec modestie et ferveur. On organisa un repas partagé devant la mer. Il raconta, non pas pour faire étalage, mais pour rendre accessible. Il montra comment battre le manioc pour extraire la farine sans trop d'efforts, comment tresser un filet plus solide et comment sélectionner des graines pour qu'elles gardent leur vigueur. Il ne parla jamais de faire disparaître les gestes anciens. Il expliqua comment, en combinant savoir, l'on pourrait protéger mieux. Gabriel l'écouta, attentif, parfois corrigeant doucement, parfois approuvant. Entre les deux hommes, il y eut des signes de reconnaissance, comme 2 sillons qui se rejoignent et promettent une récolte meilleure. La communauté accueillit ces savoirs avec prudence et avec désir. Ils établirent un jour commun pour partager les enseignements. C'était devenu une coutume que celui qui revient d'un voyage enseigne ce qu'il a appris et que la communauté en fasse un héritage partagé. Les marins, pour leur part, prirent l'habitude de revenir chaque saison, mais sous l'œil vigilant des anciens. Le village n'était plus seulement un lieu clos, il était devenu une escale où passer, prendre et redonner, selon des règles simples et humaines. Une nuit, après l'une de ces journées où l'esprit de collaboration semblait le plus fort, Gabriel monta de nouveau sur la butte. La lune, haute et ronde, se reflétait sur le dos sombre de la mer. Il pensa aux semences qu'il avait mises en terre des mains de ses voisins. Il pensa à Daniel qui enseignait, à Catherine qui gardait la maison, à Myriam qui gardait la mémoire. Il sentit que la vie, faite de millions de gestes minuscules, trouvait sa force dans la fidélité à ces gestes. Et il sourit, non pas parce que tout était parfait, mais parce que les hommes et les femmes de ce village avaient choisi de tenir ensemble, même face au vent. Plus bas, au bord du port, on entendit le rire des jeunes qui veillaient encore, et la silhouette d'un marin qui discutait avec un ancien. Les voiles blanches au large attendaient la marée. Gabriel resta un moment, comme si sa présence était une prière silencieuse pour ce qu'ils avaient semé, non seulement de grains, mais de confiance. Puis il redescendit, prêt à rejoindre les siens et à continuer à planter, jour après jour, la même chose. La promesse que l'on fait à la terre et aux autres, que l'on renouvelle par des mains laborieuses et des cœurs ouverts.